Alors bienvenue sur la chaîne YouTube Ma Nutrition Avisée. Vous me retrouverez ici autour d'un café ou d'un thé virtuel en compagnie d'un invité, un professionnel et souvent un ami avec qui je vais partager un sujet autour de la nutrition. Et vous allez voir que les sujets vont être vastes. L'idée est de vous offrir un moment d'échange convivial avec des professionnels qui nous partagent leur expérience, leur expertise, sans langue de bois, mais surtout avec beaucoup de bienveillance et de simplicité. Alors, si tu veux toi aussi partager un café avec nous ou un thé, rejoins-nous ici dans cette nouvelle vidéo. S'il y a un sujet que tu veux que j'aborde dans une prochaine vidéo, abonne-toi, écris-le en commentaire afin que je te trouve le bon professionnel. Bon visionnage et à très bientôt! Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, Ma Nutrition Avisée. Alors, j'avais fait une petite pause là depuis quelques mois parce que voilà, j'ai une activité très prenante sur le secteur plutôt des EHPAD. Mais voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Emmanuel qui va bien sûr se présenter. L'objectif de cet échange, c'est vraiment un échange comme à la maison. Je vais poser plein de questions à Emmanuel et je sais qu'Emmanuel a plein de choses à nous raconter. Donc, on va échanger ensemble pendant une petite heure et puis j'espère que cet échange va vous plaire. On a déjà eu l'occasion de recevoir ici un dentiste, une sociologue, une diététicienne spécialisée en alimentation intuitive. Et donc, je suis ravie d'accueillir un pharmacien, mais un pharmacien un peu particulier. Vous allez vite vous en rendre compte. Emmanuel, merci d'être là. Je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Puis après, je te poserai plein de questions, Emmanuel. C'est gentil. Merci Aline pour cette invitation et je suis content de suivre la longue liste des professionnels de santé que tu as reçus. Alors, je ne te reçois pas aujourd'hui de la pharmacie, mais de ma cuisine, qui est finalement la pièce dans laquelle je passe le plus de temps après le comptoir de la pharmacie. Alors, qu'est-ce que je peux te dire en trois mots? Je suis donc pharmacien, tu l'as compris. Alors, finalement, pas depuis si longtemps que ça, parce que je vais fêter mon 10e anniversaire au comptoir. Alors, tu vois mon âge, il y a eu du temps avant. C'était un temps industriel où j'ai développé, avec des équipes formidables, des médicaments, principalement des médicaments psychotropes et également des tentatives de médicaments, en tout cas des projets pour des médicaments dans le domaine de l'immunité, mais également des maladies métaboliques. Enfin, ensuite, il a fallu, quelque chose qui m'attirait, c'était d'aller rencontrer le patient. C'est bien d'être dans les bureaux, c'est bien d'être dans les équipes, dans les labos, mais il faut à un moment donné retrouver le patient. L'atavisme étant père médecin, mère pharmacien, j'ai fait le choix d'être ni l'un ni l'autre et à un moment donné, on se révèle comme un peu des deux peut-être, de plus en plus, je dois le dire, mais je suis fier d'être pharmacien au comptoir seulement depuis 10 ans. Alors 10 ans, ça laisse un long chemin pour comprendre plein de choses, pour rectifier des grosses erreurs faites au départ de mon exercice au comptoir et aujourd'hui d'aboutir finalement à une proposition complémentaire, d'apporter le plus possible de choses simples, pratiques, activables par le patient au comptoir, mais également dans les équipes pharmaceutiques, les équipes officinales, en parlant de cuisine. On va développer, mais tout simplement. Donc, carrière industrielle et aujourd'hui très très accompli, pharmacien adjoint, donc second dans 2 brigades. Brigade officinale, c'était le terme que j'avais employé dans mon émission de radio. Et bon, elle n'était pas là par hasard, cette idée de la brigade. Donc aujourd'hui, très très content d'être avec toi. Merci Manuel. Alors effectivement, on reviendra sur du coup cette nouvelle voie complémentaire que tu es en train d'entreprendre sur la partie cuisine. Je vais quand même revenir quand même sur ton métier initial qui est et actuel, hein, qui est Ah oui, pharmacien. toujours. Du coup, tu disais 10 ans. On a eu l'occasion d'échanger notamment par WhatsApp sur ta perception du rôle du pharmacien, comment il évolue, comment toi tu le vois évoluer. Et comment tu as vu évoluer aussi ta patientèle par rapport aux demandes, par rapport aux questions qui peuvent te poser au niveau du comptoir. On sait aussi que le rôle du pharmacien pendant la crise Covid a pris une place prépondérante avec la problématique des déserts médicaux, l'éloignement des médecins. Voilà. Est-ce que tu peux nous dresser un peu un panorama de ta vision du pharmacien et de son rôle aujourd'hui? Oui, alors évidemment, il a évolué.
rapidement passer en revue les nouvelles missions dont on parle et qui finalement sont un grand champ d'exploration. Bien entendu, vous savez, les vaccinations au comptoir, qui étaient au départ grippe et qui sont aujourd'hui plurielles tout au long du calendrier vaccinal et de toutes les populations, au-delà de 11 ans, bien sûr. Euh, des, des délivrances de kits, en tout cas le kit colorectal pour la prévention. Donc ça, c'est un maillage très important, pharmacien dans la ville, le pharmacien partout, le pharmacien dans les déserts et le pharmacien qui fait des actes de prévention de plus en plus. Ça, c'est les grandes missions. Quelques missions alors, pour lesquelles il m'anime beaucoup, c'est la dermatologie, mais qui n'est pas une mission encore, qui est des parcours plutôt territoriaux. Dans quelques enclaves en France, on développe des choses qui, j'espère, et c'est tout le but de notre motivation et vraiment du temps qu'on passe, deviendront dans le droit commun. Voilà. Et il y a des accompagnements sur des entretiens, donc des entretiens oncologie, des entretiens asthme, des entretiens femmes enceintes, des entretiens bilan de prévention. Peut-être qu'on y reviendra à tous les âges de la vie et voir la partie minime, très minime et trop minime consacrée finalement à l'alimentation. Voilà, donc ça, c'est des nouvelles missions et qui ne cessent de se développer. Donc, tu as certainement dû entendre la possibilité du pharmacien d'effectuer une bandelette urinaire et dans le cadre d'une cystite qui reste sans Que j'ai déjà complication potentielle. utilisé personnellement, Emmanuel, et qui est bien pratique. Oui. Et à tous les points, on doit rester dans des choses qui ne sont pas compliquées. Si c'est compliqué, ce n'est pas de notre domaine. C'est pareil pour l'angine bactérienne avec le dépistage. Voilà. Et puis, voilà. Et d'autres choses qui arrivent par des expérimentations qui ont été locales, régionales, et qui vont donner d'autres choses. On a des protocoles dentaires dans certains territoires, accrochés à des CPTS, dans lesquels ici nous faisons partie. Des choses qui vont arriver sur la varicelle, bon, qui sont déjà expérimentées dans certaines maisons de santé ou cadre de CPTS. Donc des exercices qui sont très encadrés. Et je vais le dire une fois pour toutes, et on y passera sur la pluridisciplinarité et l'obligation fondamentale de l'exercice coordonné. Il est hors de question que nous devenions médecins. Nous ne sommes pas médecins. Nous n'avons pas vocation de devenir, mais nous avons la vocation d'être au plus proche des médecins. Il en existe toujours, et certainement, et puisqu'il en existe un peu moins, ou qu'ils sont peut-être plus compliqués à joindre, d'avoir finalement un triage et d'avoir une traçabilité de tout ce qu'on a pu faire. Donc ça, c'est important. Nous ne sommes pas médecins. Et tu vois où je veux en venir. Donc, nous ne sommes pas diététiciens. Alors, je reviens 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, c'est vraiment le début je veux dire, de l'explosion, en tout cas de l'accélération, de l'entrée de on va appeler micronutrition, et ce terme réducteur abject, enfin abject, qui ne sert à rien et qui ne veut rien dire, de la micronut, voilà. Et c'est toutes les demandes, en tout cas, qui sont venues depuis 10 ans. Donc, moi, je suis tombé un peu dans le panneau, mais de me former à la micronutrition. En fait, on ne se forme pas à la micronutrition, mais d'avoir été au-delà des informations des laboratoires qui ont implémenté des gammes. Alors, il y a des choses très bien, mais la problématique a été ensuite enfin, ça n'a pas été une problématique, mais de se former. Donc, je crois que j'ai un diplôme universitaire de physionutrition clinique et biologique. C'est le plus beau titre que j'ai. C'est assez clinquant, mais ça m'a permis à ce moment-là, au moment même où les patients étaient de plus en plus demandeurs, d'avoir beaucoup de recul, le juste recul peut-être, pour ne pas faire de la micronutrition la voie unique pour répondre à toutes les demandes de la patientèle. Et finalement, demandes des patientèles qui ont été aussi induites par ce courant en librairie, ce courant en presse, ce courant radio, ce courant podcast, ce courant partout de cette information disponible. Et on se retrouvait finalement avec des patients qui étaient très, très bien documentés, ce qui est une bonne chose. Mais moi, ça a été le coup de sifflet final, ça a été de se rendre compte que j'appelle ça le nutritionnisme et d'autres
appelle ça également de cette sorte, cette réduction finalement de toute question au simple nutriment. Et on comprend derrière les dérives qu'il y a pu avoir et qu'il y a toujours dans l'industrie agroalimentaire sur le nutriment fait tout. On va en ajouter dans certains produits histoire d'avoir des allégations santé ou de les chercher ou de les sous-entendre, qui est encore différent. Et on s'est rendu compte que finalement, on avait un contact avec la patientèle au-delà de boîtes de compléments alimentaires. Alors, c'est très important d'avoir le bon discours, le bon recul. Mais alors, ce dont je te parle, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est un tsunami. On est complètement noyé par les marques, par les propositions, par les offres, par les superpositions d'offres entre les labos et par la formation finalement de tous ces labos. Donc, on est tous plus ou moins formatés avec les mêmes discours. Alors, c'est très important pour le commerce de la pharmacie. La pharmacie, c'est un commerce qui est très compliqué. Il est très réglementé, c'est évident, mais c'est un commerce qui est concurrentiel et c'est un commerce qui, finalement, euh, tente à aller au-delà de la simple ordonnance, qui reste quand même notre métier premier, c'est d'assurer une bonne délivrance en toute sécurité. Et évidemment, on a, comme tu le dis, beaucoup de demandes, et c'est à nous d'être très sages, surtout très formés, très documentés pour pouvoir répondre à cette demande et seulement à cette demande, voire, et c'est ce que j'ai dit quand je parlais du triage, d'être capable de trier et très souvent de ne pas répondre et d'adresser. Alors, c'est vraiment le sillon que je creuse, c'est cette approche d'accueillir, d'écouter et de pouvoir adresser à des professionnels. Alors, voilà la conclusion de cette première partie ici, c'est de dire que nous ne sommes pas diététiciens, nous ne sommes pas nutritionnistes. Il existe quelques pharmaciens qui sont formés, qui sont diplômés, mais qui ne pourraient pas exercer cet art au sein même de l'officine. Voire, on ne peut pas accueillir au sein même de l'officine un diététicien ou un nutritionniste. On ne peut pas accueillir d'autres professionnels de santé au sein même de l'officine. Voilà. Donc, ce qui m'a animé, ce qui m'anime et ce qui va me permettre d'introduire toute cette partie, pour le coup, qui rebrousse chemin, c'est-à-dire le micronutritionnisme, on revient à la cuisine et finalement à la formation que je rêvais de faire et que je vais faire et que je suis en train de faire, c'est que le pharmacien ne peut pas accompagner des patients sur des problématiques alimentaires, diététiques, et ne peut pas accompagner des patients chroniques. Il peut délivrer une information, il peut donner de l'information par le biais de documents qui sont sourcés, validés, officiels, mais il ne peut pas prendre en charge des patients en chronique. Et il se trouve que j'ai quelques confrères et consoeurs qui le font. Alors certains sont sortis de l'officine, donc c'est quand même difficile d'être pharmacien en dehors d'une pharmacie. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Bon, tout ça, c'est très réglementé, mais l'application des réglementations est compliquée, comme tu le sais. Je vois beaucoup les diètes et les nutritionnistes râler de ceux qui marchent euh, sur, sur leur art, finalement. Et c'est un propos que j'ai jamais caressé, en tout cas, que ça soit possible. Alors, quand je postais des choses sur l'alimentation, je me suis souvent j'ai souvent reçu des commentaires de diététiciens nutritionnistes en disant sûrement encore un. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai reçu beaucoup, mais je crois qu'avec le temps, on a compris la démarche que je faisais et qui est surtout de repérer et d'adresser. Voilà. Donc là, les modalités ont changé avec les patients. Les patients sont de plus en plus informés, voire surinformés. Et dans le sur, il y a souvent le sous, et la quantité ne fait pas qualité. Et on a des demandes qui sont souvent bon, hors clou, qui ne sont pas de nos prérogatives et puis qui sont souvent folles. Euh, voilà ce que je peux te dire. Le métier change.
et c'est tant mieux. Le métier change, c'est bien. Le métier permet pour le coup à ceux qui jouent le jeu d'être beaucoup plus connectés à l'ensemble des professionnels de santé et encore une fois, dont les diététiciens et les nutritionnistes avec lesquels nous devons avoir des réunions régulières. D'abord pour continuer à se former. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être formé, de suivre et de vous écouter, mais de pouvoir adresser des patients de façon simple, documentée et tracée, quoi. C'est intéressant, Emmanuel, ce que tu dis, parce que finalement, vous êtes un peu à la frontière entre le curatif et le préventif. Alors, on aimerait, nous, que les professionnels de santé soient plus dans le préventif que dans le curatif, même s'il faut quand même faire du curatif. Et c'est vrai que finalement, on n'imagine pas forcément le pharmacien avec ces deux casquettes, hein, parce que bah, pour nous, vous êtes des gens qui délivrent les médicaments. Mais c'est vrai qu'il y a toute la partie très bien-être, préventif que vous adressez avec, comme tu le disais, les compléments alimentaires. Et parfois avec des pharmaciens, effectivement, qui n'ont pas toujours la bonne formation pour accompagner finalement cette patientèle qui vient à votre comptoir et vous poser plein de questions sur j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je dors mal, etc. Et où parfois, oui, on est un peu partagé entre vendre un produit pour nous ramener un peu de business et apporter juste du conseil au comptoir qui, lui, va rien nous apporter, mais qui fait partie bah, de tout ce que font les professionnels de santé au quotidien, hein, les infirmiers, les diététiciens, etc. Et de ce que j'entends aussi, Manuel, c'est que tu adresses aussi un peu le paysage de dire que les pharmaciens demain peuvent être effectivement une sorte de, alors j'aime pas le terme, mais je trouve pas un autre mot, mais un peu le guichet unique en Ah, disant si, en venez nous Suisse. voir au comptoir et nous, on va être capable de, en fonction de ce que vous allez nous raconter, de vous guider vers effectivement plutôt le médecin parce que là, ça dépasse nos compétences ou la diététicienne parce que là, effectivement, ça adresse une expertise pointue et le rôle des CPTS a ce rôle-là, hein, effectivement, de pouvoir travailler en équipe pluriprofessionnelle. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon toi, que que ces patients-là, ils ont besoin d'aller chercher de la surinformation. Qu'est-ce qui, pour toi, a fait que ça, qu'on a basculé finalement, tu disais à peu près 5 ans, qu'est-ce qui vraiment a créé cette bascule et sur quoi finalement les patients te posent le plus de questions? Je reprends un point, Aline. Il n'y a pas de balance préventif-curatif, on n'est pas dans le curatif. On peut délivrer des traitements qui ont pour but, dans quelques cas, d'être curatifs. La plupart du temps, c'est des traitements symptomatiques hein, pour des pathologies chroniques, pour maintenir, donc ils ne vont pas soigner, mais on n'est en aucun cas curatif. On n'est pas injonctif curatif, ce n'est pas possible. Là, c'est ligne jaune. On n'a pas le droit de former un diagnostic, et c'est bien heureux. On peut faire des orientations diagnostiques, mais si on n'est pas à même de faire un diagnostic, on n'est pas capable d'avoir la solution curative. Hmm. C'est vraiment important. Alors pour moi, je Soit... disais, alors juste Emmanuel, quand je disais curatif, c'est que pour moi, vous êtes ceux qui adressent les médicaments, l'insuline. Alors effectivement, c'est pas vous qui décidez de Ouais, donner de l'insuline, mais c'est vous qui effectivement être à la porte de, je vous permets, vous, monsieur le oui, patient, d'obtenir votre traitement pour soulager bien votre sûr. pathologie. C'était dans ce sens-là. Donc, précisons, et c'est bien de le préciser, Oui, tu as raison. on est dans le préventif. La vaccination, Oui, c'est que de la bien prévention. sûr. La vaccination, je regardais juste, on venait de finir un cahier d'ordre pour la vaccination hier en petite pharmacie dans laquelle on est. On a dû faire 500 vaccinations en 4 mois. Beaucoup sont prescrites, finalement pas assez, mais c'est en augmentation, sont proposées par le pharmacien. Et c'est tout l'enjeu des bilans de prévention. Et si tu veux bien me réinterroger après sur les bilans de prévention, c'est Oui. important. Euh, Parce que là, on reprend cette notion ouais, moi je vais jusqu'à gare de triage, guichet unique. C'est certainement une des modalités dans les pays francophones qui ont plutôt de l'avance sur cette pharmacie clinique, sur cette organisation des soins. Je pense à la Suisse, voisine de chez moi, qui a cette approche beaucoup plus importante de ce triage et de cet adressage. Alors, une problématique qu'on a chez nous, c'est que les adressages, alors pour adresser, il faut avoir repéré, volonté de repérer,
ou d'accueillir et écouter et comprendre la modalité de la demande. Et je vais revenir sur les quelques demandes qui sont formulées au comptoir. Mais ensuite, quand on adresse, il n'y a pas de rémunération. Alors tu me dis, oui, vous pourriez le faire, il y a des cas importants, mais finalement, chaque personne va se présenter avec un cas important. Il sera important par rapport à un risque potentiel, par une urgence, il sera important par rapport à un historique ou par rapport à une peur, une crainte de la patiente ou du patient. Et tout ça, c'est entendable. On est tous importants et je dis toujours aux patients, qui quelquefois, tu sais, sont un peu angoncés ou angoissés d'être un peu longs au comptoir, des personnes âgées qui, ça te parle beaucoup, qui ont des problèmes de préhension, de coordination, n'arrivent pas à mettre les ordonnances dans le sac assez vite. Et ne vous inquiétez pas, vous avez le temps qu'il vous faut, vous êtes là, on est là pour vous, prenez le temps. Et donc, pour te dire que cette question de la gare de triage, elle est indispensable. Donc, on n'a pas d'adressage rémunéré. Donc, il faut avoir une certaine volonté, une certaine empathie, et puis il faut avoir euh, enfin, une foi en quelque chose, de pouvoir passer du temps. Alors, si tu prends les actes non pharmaceutiques et les actes, enfin, non pharmaceutiques, c'est un acte pharmaceutique ou un acte de coordination. Si tu prends le temps qu'on y passe dans une journée au comptoir entre des appels pour chercher des informations sur un ordonnance qui n'existe pas, qui devrait exister, des substitutions, ainsi de suite, je pense qu'on passe tous 15 à 20% de notre donc non rétribué. Est-ce que tu connais des professionnels qui bossent à 20% de leur temps non rétribué? Non, il n'y a pas beaucoup. Si, peut-être une demi-journée verte, comme on a dit, ces projets verts qui font du bien, des projets qui ouvrent l'esprit, la curiosité, où on se forme, et ainsi de suite. Mais nous, c'est tous les jours. Et c'est peut-être 3 fois dans l'heure, et puis ensuite rien. Puis, enfin, ça peut être des heures qui sont complètement vides. Alors, ça fait partie du métier, mais il faut que les gens le comprennent également. Et cet adressage, on milite. Peut-être anecdotiquement, mais c'est important. Nous sommes l'une des seules professions non médicales, euh, non médecin, non médical, qui, lors des adressages par téléexpertise, et on peut solliciter un avis en téléexpertise, qui n'est pas une téléconsultation, donc avec un beau document, une bonne question, on n'est pas payé pour cela. Peut prendre un temps long. Alors, je le fais en dermatologie, alors c'est des protocoles qui sont assez complexes, mais on n'est pas rétribué. Donc, on milite, mais il n'y a pas de rétribution pour ça. Donc, il faut avoir une foi. Il faut avoir des patrons qui acceptent que tu passes du temps finalement à ne rien vendre, bien sûr. Donc, on ne vend pas toujours, on n'est pas mercantile et uniquement mercantile, mais c'est un commerce. Quand le bilan n'est pas bon, la pharmacie ferme. Qui c'est qui perd? Tout le monde. Il y Bien a sûr. des annonces de pharmacie. Je n'ouvre pas le débat sur le nombre de pharmacies, sur les difficultés économiques, mais elles sont là. Les gens sont un peu plus sensibles. Revenons à ta première question. Qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus de demandes? Eh ben, tu as cité le Covid. Je vais dire que bon, l'effet Covid a complètement disparu. Les gens deviennent un peu impatients. Euh, Ça va dépendre des bassins, ça va dépendre des endroits, bien sûr, mais on sent quand même une certaine nervosité. Ce qui a fait grandir le pharmacien à la période du Covid, c'était bien sûr sa disponibilité et les gens ont confiance. Donc, je crois que les chiffres de confiance en son pharmacien sont importants. Le flux, il y a près de 5 millions de patients qui franchissent la porte d'une pharmacie par jour en France. Le nombre et la disponibilité à presque 24 heures, enfin, presque 7 jours sur 7 pour les pharmacies qui sont de garde. Toujours dans ton canton, il y a toujours une pharmacie accessible le soir après 19 heures, et le dimanche et le samedi après-midi et les jours Oui, c'est fériés, vrai. tout le temps. Donc il y a la disponibilité, il y a le sans rendez-vous Oui. et il y a finalement moindre facilité à trouver des médecins. Le nombre de personnes qui n'ont pas de médecin traitant augmente. Il y a des listes d'attente un peu partout. Donc,
Voilà trois points, 4 points qui sont vraiment importants et qui expliquent le nombre de demandes. Alors, des demandes qui sont inadressables et quelquefois des demandes, on se dit, bon, ah, là, on pourrait peut-être aider ou donner un tuyau, voilà. Mais là, c'est pour le coup plus cadré. Mais alors, des choses qui te portent aussi et qui te parlent, c'est les demandes de poids. Alors, les demandes, c'est pas une demande de poids, une demande pour maigrir. Tu D'accord? as, Ça, tu as c'est des patients qui viennent te voir au comptoir et qui te disent, Monsieur le pharmacien, j'ai envie de maigrir, aidez-moi. Enfin, alors, il oui. l'exprime peut-être Alors, pas comme ça, mais si, c'est souvent comme ça. Quelquefois, c'est indirect. Hein. Souvent, dans oui. la dimension de l'accueil, il faut aller chercher ce que le patient veut vouloir te dire, directement ou indirectement, un mi-mot, un mot caché. Voilà. Et peut-être te dire là qu'on a un peu moins de demandes qu'on a pu avoir il y a quelques années. Il est peut-être explicable par le fait que les agonistes injectables du récepteur GLP-1, du GIP, soient maintenant disponibles et que cette question du surpoids, de l'obésité, les comorbidités derrière, redevient peut-être une question un peu plus médicalisée. Et c'est heureux parce que c'est un peu plus contrôlé. Hein. Euh, Alors Tu as vu, malheureusement, ça peut être aussi l'IA, malheureusement, qui a oui, peut-être aussi apporté sa pierre à l'édifice sur des conseils oui, en ben, perte de enfin, poids. oui, mais toi, tu es très moderne, tu es encore jeune pour l'utilisation de l'IA. Bon, ok, c'est quand même pas tout le monde. On a beaucoup de demandes. Enfin, on a quelques demandes. J'ai ça, j'ai pris une photo de ceci ou j'ai demandé à ChatGPT. Bon, c'est intéressant. Il y a souvent des choses très intéressantes. Bon, on vient nous solliciter pour un avis. On nous demande pas telle ou telle boîte pour telle ou telle chose que ChatGPT a pu dire. Le clone. Euh, euh, non, l'IA ne peut pas être responsable de la diminution des demandes sur les problématiques surpoids obésité. Non. D'ailleurs, les sociétés qui vendent des compléments alimentaires, et les 4-5 grands leaders, n'ont plus de propositions dans ce domaine. Je pense parce que simplement ça ne marchait pas. Ou Hmm. il reste quelques marques, mais c'est des capteurs de graisse, des capteurs de sucre. Du fucus, des fibres plus, voilà, bon, euh, voilà, c'est des produits, je citerai pas de marque, mais qui sont plutôt en perte de vitesse. Hein, je pense. Ouais. Donc cette Hmm. question qui est médicalisée maintenant, voilà, on a suivi vraiment ce feuilleton depuis des années et certainement avec le remboursement dans certaines conditions pour certaines personnes, par certains Hmm. prescripteurs des agonistes dans le cadre de l'obésité et du surpoids, obésité surtout, et puis des comorbidités, est maintenant plus ou moins cadrée. Donc, il y a la problématique de trouver des prescripteurs, mais c'est autre chose. Le temps long va être là, et c'est tout le travail de ceux qui ont poussé, des médecins, des nutritionnistes, pour rendre cette question finalement plus claire. Les autres demandes, comme tu dis, ça va être alors beaucoup de digestifs, beaucoup de sommeil, beaucoup de digestifs, de la fatigue, de la nervosité, de la douleur chronique, de la douleur traumatique. Hmm. Euh, un peu plus de demandes sur des problématiques gynécologiques, hein, et chez tout le monde. Euh, c'est tant mieux, la parole se libère. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hmm. Est-ce qu'on a la solution? On l'a pas toujours. Il y a quelques petites choses qui peuvent fonctionner. Voilà le principe des demandes, la principale, les principales demandes qu'on a. Certaines sont adressables. Il y a quand même encore des demandes sur des suivis ou la tentation que le pharmacien suive. Voici ma proposition, revenez, on fera le point, ce qui est tout à fait agréable, mais là, il faut que l'état d'esprit ou l'intention du professionnel qui s'inquiète, donc dans le bon sens, qui s'interroge sur le bien fondé et avoir du feedback, ne se commute pas en suivi. Encore une fois, là, Hmm. Hmm. c'est carton jaune ou carton rouge. Hein, on est en Hmm. Coupe du Monde. Ou pause fraîcheur pour qu'on réfléchisse tous à ce qu'on est en train de faire. Hmm. Voilà. Du Donc, coup,
Emmanuel, tu me disais de te faire rappeler, et c'est peut-être le bon moment, tu me disais, tu voulais qu'on parle des bilans de dépistage. Aujourd'hui, quelle est la place, donc, en tout cas ta place, je ne sais pas si c'est la place des pharmaciens, mais en tout cas ta place et ta vision du positionnement des pharmaciens sur ces bilans? Alors, c'est intéressant parce que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir les proposer. Le médecin peut les proposer, je crois que l'infirmière peut les proposer, je crois que la sage-femme pourra les proposer. Il faudra qu'on me corrige si je dis une erreur, mais en tout cas, on n'est pas les seuls. Et concrètement, aujourd'hui, c'est un dispositif qui est très intéressant, qui passe en revue les grands pans de la vie d'un jeune homme, d'une jeune femme. Il y a toutes les tranches d'âge qui sont proposées. Me permet de faire le point certainement dans les choses de prévention, à savoir si le statut vaccinal est OK. Hein, si le sommeil est bon. Ici, il a pour but de faire ressortir des choses, alors voir s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout simplement sur l'observance. Alors ça, c'est quelque chose que nous devons faire au comptoir à chaque délivrance, vérifier en fonction de l'historique si les médicaments sont bien pris, sont pris au bon moment, interroger de temps à autre sur tel ou tel médicament, s'il est toléré, s'il est bien pris, à quel moment, s'il est pris comme le médecin le demande. Ça, c'est très, très important parce que tu peux annuler l'effet d'un médicament s'il n'est pas pris au bon moment. Je ne donne pas de cours ici, mais ça, c'est une évidence. Même si on pourrait revenir sur la vitamine D, il y a des choses qui sont très, très étonnantes sur les inhibiteurs de pompe à protons. Peut-être que tu me relances après. Euh, donc, je perds le fil, je suis bavard. Mais Oui, ces bilans de prévention ont pour but de faire ressortir des choses. Alors, c'est un dispositif qui est relativement peu activé en ce moment. C'est l'offre et la demande. On a peu de demandes, mais on en fait peu de promotion. C'est assez lourd à mettre en place quand même si on veut bien faire les choses. Mais on parle de l'IA, tu es adepte, je m'y mets. Il y a des choses qui sont absolument formidables pour pré-remplir finalement des questionnaires qui existent parce que la personne doit se présenter avec un questionnaire rempli. Voilà. Ensuite, il y a moyen d'en faire une synthèse simple et ensuite d'avoir des préconisations, des adressages ou des modalités de surveillance pour ces patients. Si à tout le moins les vaccinations sont mises à jour avec ce dispositif, c'est important. Si les gens ont pu dire des choses qu'ils n'ont pas pu adresser à leur médecin qu'ils ne voient pas, c'est intéressant pour peu que derrière nous ayons le temps, l'envie et puis les moyens de retrouver finalement une réponse auprès d'un professionnel de santé. Parce qu'encore une fois, le propos n'est pas derrière de nous rapatrier et enfin, finalement qu'on consacre un temps médical qu'on ne peut pas consacrer. Encore une fois, c'est important. Mais c'est un outil formidable. Personnellement, je m'y étais un peu mis, mais trouvant que c'était relativement fastidieux. Et bon, bah, je me suis formé, j'ai vu vraiment les tenants et les aboutissants et tout ce qui avait amélioré. Et certainement maintenant, avec l'utilisation d'IA, alors l'IA en pharmacie, l'IA partout, mais puisqu'on m'interroge sur la pharmacie, l'IA en pharmacie, c'est juste incroyable pour pas demander de l'interprétation, pas demander de la génération voilà, d'interprétation, de diagnostic ou quoi que ce soit, non, certainement pas, mais certainement pour compiler des tonnes d'informations qui viennent du patient, qui viennent de l'historique du patient. Ça, c'est juste formidable. Donc, j'espère que on va pouvoir développer, mais en fait, chacun pourrait développer ses outils lui-même en respectant absolument tout ce qu'il faut pour les données personnelles et ainsi de suite, mais il y a des moyens. Donc, c'est une grande avancée. Encore une fois, là, pour le coup, si on parle de l'alimentation, c'est vraiment réduit à des questions. Bon, enfin, qui sont les premières questions qu'il faut poser? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a des prises régulières? Est-ce qu'il y a des problématiques? Est-ce qu'il y a des allergies? Est-ce qu'il y a finalement une compréhension de la prise de médicaments au bon moment par rapport à son assiette, à ses assiettes? Est-ce qu'il y a une hydratation suffisante et ainsi de suite? Bon, ça fait sortir des choses. Encore une fois, on peut nous rectifier ou donner une information telle qu'elle est dans le PNNS ou dans d'autres documents officiels, sourcés, redirigés vers les sources. Alors peut-être ces moments sont vraiment intéressants euh, au, au- au-
au-delà même du comptoir, parce qu'il y a un temps un peu plus long et un temps un peu plus confidentiel. Des patients, notre attitude est gentiment différente quand même. Mm. C'est de pouvoir ressortir des mythes, des choses qui sont pour le coup à rectifier. Encore une fois, on le sait, ou on ne le sait pas, on redirige, on donne une information. Voilà. Le propos n'est pas d'être descendant, d'être très vertical, d'être jugeant. Alors ça, c'est des choses qui te portent, toi, et pour lesquelles tu communiques très bien. Mais certainement de pouvoir, c'est le moment de rectifier quelque chose quand il y a des incompréhensions et des mythes. Et Mm. là, c'est bourré de mythes, quoi. Mm. Et du coup, alors tu connais ma passion pour la santé des femmes particulièrement et Oui. toute Mm. la difficulté entre la femme, l'alimentation, les croyances, le paraître, etc. Est-ce que Mm. tu vois une différence, toi, justement, entre les hommes et les femmes qui viennent à ton comptoir sur les problématiques exposées, sur peut-être la pudeur? On imagine toujours que les hommes sont plus pudiques ou peut-être moins attentifs à leur santé. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois à ton officine? Oui, en général, oui, oui, oui. Même si tu as tous les profils imaginables, mais euh, il est beaucoup plus difficile euh, de faire parler, entre guillemets, un homme qu'une femme. C'est très compliqué. Alors, à telle enseigne que dans le village de la deuxième pharmacie dans laquelle je travaille, on a mis en place l'année dernière un mois bleu, mais un mois Mmh, d'information sur la prévention des maladies masculines, et certainement des mmh, cancers masculins. mmh. Ça a fait un tabac. Et Ah, ouais, ça a fait un tabac dans la population, et on va récidiver avec vraiment une communication en dehors de novembre, parce qu'il n'y a pas que novembre, mais l'année prochaine pour l'ensemble des problématiques masculines sur lesquelles il y a des outils de prévention qui existent. On parle du cancer du côlon, qui n'est pas que masculin, bien sûr. mmh. Mais on va aller au-delà même des seules affections chez l'homme. L'homme peut d'abord, un homme informé, ben, en vaut deux, il se préserve. On en a encore besoin, et va préserver la santé de son entourage, de ses entourages pluriels. C'est vachement important. Donc, effectivement, je répondu d'une certaine façon à ta question. Oui, il y a une barrière chez l'homme, une Et qui barrière change pas, tu la vois pas évoluer, alors hormis le fait que un petit peu, ouais, mais par rapport à voilà, ce que tu je suis disais. là, par exemple, percuté parce que j'ai eu ce matin le résultat d'un dressage dermato qu'on a fait suite à la détection chez un homme de mon âge, ben, on le sait, on l'avait anticipé, mais d'un mélanome, Mmh. euh, et qui a pris ça à la rigolade, comme un cador, comme un quelqu'un. Alors, il n'est pas question de s'effondrer, il y a beaucoup de solutions avant de s'effondrer, mais voilà, c'était légèrement insouciant, si tu veux. Bon, je ne verrai pas cette problématique. D'ailleurs, parlons de la dermatologie, j'ai 200 cas, 200 observations, repérage, adressage, souvent de la réassurance, ce qui est mieux. Mais effectivement, là, pour le coup, les chiffres parlent. Je crois que j'ai deux tiers de femmes qui viennent et un tiers d'hommes. Et les hommes, c'est souvent parce qu'on les a envoyés à aller voir celui qui peut servir de lien entre le comptoir et les professionnels derrière. Bien sûr. Donc, oui, ça change. Le but, c'est aussi de ces opérations que l'on fait dans le village, c'est de libérer la parole, et que les hommes puissent ben, se regarder, faire l'autopalpation des Mmh. testicules, voilà, selon des modalités, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, selon un calendrier qui leur est propre. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je, Ça tu- change, je ça reviendrai sur change. la prévention, parce que du coup, on va arriver petit à petit à aborder ce qui te passionne aussi, la cuisine. Hum, Avant ça, je voulais parce que tu as parlé effectivement de l'importance de la pluridisciplinarité dans le travail. Alors, on sait que l'enjeu du domicile, c'est qu'on quand même tous les professionnels travaillent quand même un peu en silo. Alors, moi, je travaille aussi dans le secteur hum, de la personne âgée à domicile et on voit toute la difficulté de faire
coordonner une auxiliaire de vie avec une infirmière, avec un médecin, avec un kiné, avec un podologue, et du coup, toi, quel conseil tu peux donner justement à ces professionnels de santé qui potentiellement nous écoutent? Toi, en tant que pharmacien, est-ce que c'est la CPTS qui t'a permis de créer cette transversalité? Est-ce que c'est de ta personne parce que voilà, tu y croyais et tu t'es donné à fond pour créer ce maillage au niveau de ton territoire? Ou est-ce que aujourd'hui il y a encore des freins? Enfin voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors, il y a un peu de tout. J'ai pu bénéficier de pas mal de choses et certainement cet atavisme dont je parle au départ. J'ai vu un pharmacien et un médecin à table le week-end partout discuter des problématiques des patients, donc dans ma maison avec mes parents. Oui, les CPTS sont finalement des endroits où les gens sont en contact, quelquefois de façon informelle, mais bah, ça permet de contact, ça permet de se connaître. C'est étonnant, ça fait 20 ans que je suis dans le coin et 10 ans que je suis pharmacien, je découvre encore, et il n'y en a pas pléthore, mais des médecins généralistes dont je n'avais jamais vu le visage. Donc ça veut dire que c'est grâce à ces événements de la CPTS ou de formation que la CPTS peut organiser, de se retrouver avec ces médecins. Donc là, CPTS est un facilitateur, et puis facilitateur dans certains protocoles mis en place, coordonnés, avec questionnaire, avec adressage, et ainsi de suite. Oui, bien entendu, on se connaît mieux. Et il y a aussi peut-être une position différente du pharmacien, donc avec le temps, c'est que le pharmacien a moins peur de poser une question, a moins peur d'adresser, a moins peur a moins de complexe peut-être, et que là, à l'autre côté, les médecins ont changé, sont plus jeunes et ont une approche d'accueil qui est différente. Donc là, pour le coup, qu'on a pu connaître il y a 30 ans, 20 ans encore, c'est frites et c'est tout heureux que les discussions puissent être toutes simples. Après, il faut savoir que si tu communiques, tu adresses, tu poses une question, elle soit formulée correctement, elle ne soit pas challengeante et surtout, parce que ça, je l'ai vu passer dans beaucoup de pharmacies, on appelle un médecin, on n'a pas la solution, on est peut-être un peu énervé, la queue s'allonge, on n'arrive pas à voir le médecin. Bon, on n'est pas de propos qui dépassent le cadre et que surtout on a une solution à proposer. Mm. Tu dis, ben, j'ai plus de ça, d'accord, et souvent j'ai vu, ben, qu'est-ce que vous pourriez proposer? Et là, il m'est arrivé, et certainement à moi, mais commencez par moi comme ça, je nivelle, c'est, ben, je sais pas. Voilà. Et donc, à partir de là, il n'y a pas un partenariat, il n'y a pas forcément une entraide, il y a plutôt un challenge où débrouillez-vous pour me trouver une solution. Ben, ça fonctionne pas comme ça. Le médecin, il a la queue aussi dans sa salle, il a quelqu'un qui attend, et le médecin y répond. C'est déjà bien, c'est déjà une chance d'avoir le médecin. Mm. Voilà. Il y a aussi les outils de communication sécurisés. Alors, dans ma région, qui est la tienne, c'est le Mont Sisra qui est beaucoup Mm. utilisé. Mm. On peut Qui poser des marche bien? questions. Qui fonctionne Oui, bien? oui, 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 c'est formidable. Alors, moi, je suis fan. Je suis fan. Je entends peut-être quelquefois des critiques, c'est vraiment des personnes qui n'utilisent pas ou qui l'utilisent mal. Mais les fonctionnalités, et puis beaucoup de médecins s'y sont mis, beaucoup de professionnels, beaucoup de sages-femmes, beaucoup euh, voilà, de chirurgiens, tout le monde y est, beaucoup de monde y sont. Donc, tu as facilement une question. Alors, si tu attends la réponse dans la seconde, bah, c'est que tu n'as pas compris, c'est pas le bon canal à utiliser. Bon, voilà. Les médecins ont changé, les pharmaciens ont changé, les besoins ont changé, et donc alors c'est le message, quand on me regarde, je veux regarder la caméra, celui qui ne mise pas sur l'interpro et qui ne fait pas d'efforts, qui ne revoit pas sa communication, qui ne revoit pas finalement ce qu'il peut dire dans le back-office quand on n'a pas le médecin, sur des commentaires qui finalement bah, entretiennent peut-être une idée de la pratique de tel ou tel confrère, ou tel médecin. Bon, bah, c'est à bannir, ça. C'est plutôt old school. Mm. Hein, c'est plutôt old school. Quand on veut, on peut et on a les moyens aujourd'hui. Mm. Merci. Du coup, on va revenir sur le sujet de la prévention, parce que c'est quand même Oui. ce qui nous anime tous les deux. Du coup, bah, moi, je t'ai connue vraiment sur cette phase un peu transitoire où
tu as commencé voilà, un peu à repenser ton métier ou en tout cas à reprendre une autre passion qui est la cuisine. Tu m'as fait découvrir plein de choses, notamment la médecine culinaire, bientôt peut-être la pharmacie culinaire. Enfin, tout ça, tu vas nous Ah en oui, parler. ouais. Comment t'es venu, voilà, est-ce que c'était une passion ancienne? Est-ce que c'est parce que, voilà, au fil de l'eau de ton activité, tu t'es dit, oui, vraiment, il faut que je m'y mette? Comment c'est venu? Et si tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent en quoi ça consiste et comment tu l'utilises dans ton quotidien? Ouais, alors, comment c'est venu? Par le constat que un point important et qui est important, un point technique vraiment important, c'est la pharmacocinétique et les interactions médicaments-aliments. Alors ça, on a été formé sur les cours de pharmacocinétique. Bon, ça, c'est gentiment passé aux oubliettes. Je fais des traits, des gros traits, on me pardonnera. Mais voilà, le niveau moyen d'information donnée est plutôt faible. En tout cas, le Mhm. souci que ça puisse être un problème. Mhm. Donc, ça veut dire le souci de savoir comment la personne s'alimente. En ayant déposé, bien sûr, son sac, en n'ayant aucune idée de dogme, de rythme, de quantité, de qualité, et ainsi de suite. Voilà. Toi, tu fais exposer ça sur les réseaux de façon magistrale. Je, je me sers beaucoup de ces tips. Alors, merci, continue. Ce que Bah, j'appelle merci. mes petites bouchées, mes petites verrines, mes amuse-bouches, mes petits moments, petits gâteaux. Voilà, on peut distiller une chose, une info à un moment donné quand on le sent. Euh, donc, effectivement, euh, je, euh, enfin, mon fils me disait encore il y a 2 jours, qui est quelqu'un qui aime manger, qui aime bien manger, qui fait attention, comme beaucoup de jeunes, à ce qu'il mange maintenant. C'est Mm. assez remarquable, hein, il a 25 ans. Euh, il n'a même pas 25. Il disait, oui, papa, c'était super avec toi, c'était permissif parce qu'il y avait des nuggets. J'avais dû voir encore le dernier reportage sur les nuggets avec la peau du poulet. Et je lui disais, mais tu te souviens pas de ma béchamel? Oui. Ah, si, béchamel, oui. C'était assez gaguesque. Alors j'étais plutôt loin de ces choses-là, même si j'avais certainement un intérêt, mais il n'était pas pratique, il n'était pas pratiqué. Donc je n'ai pas activé. Je n'ai pas une maman qui cuisine, elle le sait, on en rigole. Et certainement, je le disais en introduction, c'est le fait d'être allé toucher les murs, le fond, et d'avoir creusé au fond du fond de cette micronutrition, de cette or matrice qui m'a fait prendre conscience que là, au contraire, il fallait rebrousser chemin et partir à l'opposé de ce qui se faisait. Donc, euh, il a été question d'abord de sourcer, de s'alimenter un peu différemment, de comprendre un petit peu les temps alimentaires, de, de trouver peut-être des producteurs locaux, mais bon, sans idée forcément maniaque et puis aboutie. Mais ça ne te fait pas aller dans ta cuisine encore. Et puis, il était question dans une profession où tu es finalement euh, ah, enfin, assez sollicité, donc tu as relativement peu de temps pour manger, d'avoir déjà sa gamelle tous les midis. Oui, c'est important et je vais te dire pourquoi après. Je crois que ça fait, en tout cas, c'est 3 années pleines ou 3 ou 4 années ou peut-être 5 années pleines avec quelques trous au départ, mais où j'ai toujours apporté ma gamelle. Voilà. Et la gamelle, elle n'est pas variée tous les jours, elle n'est pas parfaite. Et puis, je ne sais pas ce que c'est qu'une gamelle parfaite. Il n'y a pas de gamelle parfaite. En tout cas, elle me plaît et elle me tient en forme, alerte, vigile, euh, pas trop irritable au comptoir, même en fin de journée. Elle me permet d'aller rejoindre le repas du soir sans encombre. Donc, c'est gagné, à mon sens, pour moi. Alors, c'est souvent une gamelle que je laisse sur mon comptoir. Et ça interroge. Ça fait aussi un point de discussion avec les patients. Il y a quoi? Certains s'en foutent complètement. D'autres sont intéressés et il y a des échanges qui se passent. Tiens, au fait, le midi, vous faites comment? Ah, sandwich ou bon, on n'a pas de jugement encore.
mais peut-être des choses simples. Ah oui, mais comment vous faites? Attendez, vous êtes tout le temps en cuisine? Ben non, non. La gamelle, le bento, c'est vraiment un truc de feignant. En tout cas, je suis feignant. C'est des choses qui sont assemblées, des choses qui sont préparées. Tu m'interrogeras tout à l'heure sur le temps que j'ai passé dans la cuisine d'un chef pour comprendre ce qu'était l'assemblage, ce qu'est ce garde-manger, ce qu'est l'économat, ce qu'est la préparation en amont. Effectivement, si tu dois te préparer le matin et tu vas te lever un quart d'heure pour payer quelque chose, le frigo est vide, ça ne fonctionne pas. Un peu en colère, On n'est pas donc des on oublie. magiciens, hein. Non, 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 ben, le magicien, si, dans le sens où tu as des trucs, tu ne fais pas apparaître des choses, mais tu es capable d'accommoder. C'est ça, c'est le On est sens de la d'accord. débrouille. C'est le sens de la débrouille. Et ce sens de l'organisation, je l'ai. Et donc de vraiment passer autre chose et de montrer qu'on ne se nourrit pas de micronutriments, on se nourrit simplement d'aliments et que de les cuisiner soi-même, c'est mieux. Et les cuisiner soi-même, c'est moins cher. Et oui, c'est moins cher. Et les cuisiner moins cher, ça apporte beaucoup de variété, de plaisir. Alors, c'est quelque chose sur lequel tu reviens beaucoup. Le plaisir, la palatabilité, l'équilibre, en tout cas mon équilibre qui me permet de bien fonctionner et de ne pas me complémenter de choses qui finalement se trouvent dans ma gamelle. Voilà, et de savoir ce que j'y ai mis. Et puis là, pour le coup, c'est très à la mode, et c'est tant mieux. Pour en revenir sur l'information qui devient un peu trop, mais voilà, de l'alimentation dite ultra transformée ou transformée, à tout le moins, et qui permet moi de savoir en gros ce que je mange. Mais pas tout le temps. Bien entendu, je suis comme monsieur et madame tout le monde. Mais d'avoir le plus possible de plaisir, en fait, de manger ce que j'ai préparé. Et j'ai la chance d'avoir une épouse qui est contente que je lui prépare sa gamelle, Oh qui est ben, je reconnaissante. peux la comprendre. Ah oui, oui. En tout cas, pas forcément lui imposer une gamelle, mais qui est des boîtes dans tous les sens dans le frigo, tu puisses constituer quelque chose. D'accord? Donc c'est comme ça que m'est venue finalement de fil en aiguille l'idée d'aller vers la cuisine. Mais aller vers la cuisine, bon, bah, je cuisinais pas avant, je cuisine, bon, so what? Mais c'est surtout de faire de la cuisine une promotion à l'éducation, une promotion à la prévention, et une promotion de la débrouille et une promotion du plaisir. Et donc une promotion de l'échange. Et c'est ces interstices d'échange euh, que j'utilise quand je peux, pas tout le temps, mais quand je peux, et dès que je peux en fait, c'est dès que je peux au comptoir avec les patients. Sur une ordonnance, un produit, un médicament qui va être en contradiction, qui doit être pris pendant le repas ou qui doit être pris en dehors du repas, ou deux médicaments qui finalement se contredisent s'ils sont pris ensemble. Et là, au lieu d'être vertical, au lieu de dire c'est comme ça, d'écrire sur l'ordonnance, ce qui est quelquefois bien très apprécié, ce qui est quelquefois pas du tout apprécié. Donc, il faut connaître son patient, à quelle mesure tu peux avancer et être en attente. Et il faut toujours être en attente. Et alors, pour le coup, euh, avec jeu de mots, avoir des biscuits à donner, pas 10, pas inonder la personne, voilà. Et puis, commencer à partager, de partager des histoires. Et ces histoires, ça va, ça peut envahir. Ça peut être là présent tout le temps. J'ai une personne qui est venue pour un pansement, elle s'était coupée, donc j'évalue bien si je suis en mesure de sécuriser la plaie. Je ne suis pas infirmier, je n'ai pas le droit de faire de soins. Là, c'était quelque chose où j'ai rassuré. Et puis, au fait, vous êtes coupé comment? J'envisage la vaccination, pour le coup, qui est un pan de prévention que l'on doit agiter un drapeau en permanence. Et je me suis coupé avec du pain, d'accord? Quel pain? Ben, c'était ceci, je l'ai fait, il était un peu dur, d'habitude je fais rester un peu mieux. Et voilà, et l'échange est parti. Et alors, c'est des échanges qui scellent des relations, mais des relations horizontales. Donc, la dame reconnaissante est venue m'apporter son pain. Ensuite, je lui ai apporté de mon levain. Elle m'a apporté de son levain. Les levains sont dépendants de l'endroit dans lequel ils poussent, bien entendu, se chargent de levures différentes et ainsi de suite. Ce sont des belles histoires. Et donc, ben, voilà, tu sais, dans ce cas, pour le coup, là, c'était plutôt évident qu'il y a une appétence pour la personne à entendre des informations relatives à la cuisine, mais pas de la cuisine pour la cuisine, pas de la cuisine de grand chef, pas du top chef, pas de la recette. Non, non, c'est ça descendant.
à un point, je n'ai pas de bouquin de cuisine, ou avant on m'en offre. Maintenant, les gens savent qu'on ne m'en offre pas, parce que je suis pas scolaire au point de suivre enfin, je ne fais qu'une cuisine à l'intuition. Encore une fois, je Mais comme prétends un pas. vrai cuisinier, hein, finalement. Ben, je crois avoir les modesties de dire comme un vrai cuisinier, c'est-à-dire dans cette approche de l'intuition et Hum, de quelques techniques de base de Sioux hum, que l'on peut glaner. Alors certainement, ben, pour le coup, j'augmente mon portefeuille technique avec ma formation au titre professionnel de commis de cuisine. C'est d'ailleurs pour ça, et on va y venir pourquoi je suis là. Mais la cuisine était devenue finalement une évidence, est un vecteur remarquable, universel, et au-delà même, enfin universel bien sûr, transculturel, puisque nous avons beaucoup de populations africaines, de populations asiatiques, de personnes du Maghreb. Et là, les problématiques médicales sont aussi quelquefois spécifiques à des bassins populationnels. Bien entendu, là, c'est la cuisine du monde qui s'ouvre. Alors, encore une fois, je ne distribue pas des recettes au comptoir et on ne m'apporte pas des recettes. Je peux distribuer des plats ou des ferments ou des starters ou du pain quand on me le demande. Je n'en fais pas commerce. Mais tu as compris que c'est un moyen simple, activable, pas chez tout le monde, et pas tout le temps non plus, de communication, et les canaux sont ouverts. Et à partir de là, une information sur une vitamine D qui va être à prendre au cours d'un repas le plus gras possible, même si c'est du mauvais gras, on s'en fiche, il faut que ça rentre. Et bon, bah là, c'est des choses qui deviennent des évidences et qui sont retenues par les personnes. Et donc, c'est la chose la plus facile, finalement, que j'ai trouvé pour discuter sur un plan horizontal avec les patients. Et donc, pour leur donner finalement un savoir déguisé sur des informations techniques qui vont, améliorer leur observance, puisqu'ils vont normalement être moins incommodés par des effets secondaires, une meilleure efficacité souvent parce que les médicaments vont être mieux pris, donc mieux absorbés, et donc à la fin, une pertinence de la prise de médicaments. Si tu prends un médicament et tu sais qu'il ne va pas être absorbé, hum. c'est compliqué. Et c'est compliqué de vendre un médicament et de répéter cette ordonnance plus tard, sachant que les choses n'avancent pas. Alors, c'est aussi le grand constat, hein, et c'est sur ce point que je sensibilise les étudiants en pharmacie, parce que j'ai la chance d'avoir un cours à la faculté de Genève, qui est sensible à ces démarches vraiment nouvelles. C'est leur expliquer, bon, ben voilà, vous êtes parti pour 20 ans, 30 ans, 40 ans de comptoir à délivrer des ordonnances chroniques qui vont rester chroniques, qui vont augmenter en ligne de traitement. Hein, la déprescription, c'est aussi un grand domaine sur Hum, lequel on va travailler, mais qui n'est pas là encore, il y a une discussion. hum, Euh, bon, enfin, de revoir. On rigole avec certains patients. Je pense que je connais le traitement d'une centaine de patients. Et quand ils sont là, je me dis, tiens, est-ce que j'ai ce tel traitement? Est-ce qu'il est arrivé? Bon, ah, bah, dis donc, tu sers à grand-chose dans ces cas-là. Bien sûr, tu sers à grand-chose. Tu te délivres les médicaments en sécurité, le respect du code de la santé publique, le respect du code de la sécurité sociale, le hum. respect du code de la déontologie. Mais bon, je pense qu'on a mieux à faire. Enfin, on peut faire plus, voilà, tout simplement. Mmh. Mmh. Donc, la cuisine est devenue une évidence. Et puis, bah, pour ça, la cuisine est une évidence. Il faut y prendre du plaisir, il faut s'organiser, et il faut surtout se former. Hum, Mmh. Et alors, tu vas nous expliquer justement tout ça. hum, hum, En tout cas, ce que je trouve passionnant, c'est que c'est vrai que finalement, à l'ère des compléments alimentaires, à l'ère de l'aliment miracle, à l'ère de l'IA, revenir finalement à des choses basiques qui est, et tu en as parlé de la gamelle. Alors moi, c'est drôle parce que ce terme-là, je l'ai un peu investigué dans les entreprises en essayant de dire qu'il fallait réinvestiguer la gamelle en entreprise. hum. Et c'est vrai que c'est drôle parce qu'on voit qu'il y a quand même deux générations, hein, la génération nouvelle qui plutôt jeune, qui
n'a finalement pas de problématique à amener sa gamelle avec des choses effectivement alors, économiquement attractives, puis aussi de se dire bah voilà, je sais au moins ce que j'emmène et pas de réticence à afficher qui vient avec sa gamelle. Mm. Là où une plus ancienne génération dit ah non mais Mm. c'est la gamelle, c'est l'ouvrier qui vient avec sa gamelle, c'est Mm. moi j'ai pas envie que les gens voient ce que je mange, que j'ai cuisiné chez moi. Enfin, il y a aussi cette un côté peut-être un peu intrusif aussi de dire j'amène ma gamelle de chez moi. Enfin, il y a cette image Mm. de dire c'est pas pour moi. En tout cas, moi, je trouve ça super chouette. Et du coup, bah, je veux bien que tu nous expliques du coup comment s'est fait ce cheminement et c'est quoi ton ambition pour la suite Ouais. du coup. Effectivement, il y a maintenant une ambition derrière, c'est de pouvoir former. Alors, les patients, on ne les forme pas. Enfin, qui on est pour former les patients? On ne forme pas les patients, on informe les patients et Les on trouve sensibiliser, ouais. les petites pastilles temporelles pour leur donner une information qui finalement optimise leur traitement. Mm. Ça, c'est déjà pas mal. Et sur des choses simples, non descendantes, non jugeantes, et ainsi de suite. Et je suis aussi, encore une fois, très reconnaissant de ce que tu proposes comme contenu et d'autres, et que pour le coup, voilà, je ne sois pas torpillé comme un diététicien nutritionniste, encore une fois, que je ne suis pas. Hein. Mm. C'est très important. Donc, à partir de là, on peut avancer. Alors, le propos est maintenant finalement d'essayer de faire vocation, d'appeler peut-être les plus jeunes à s'y mettre. Alors, au départ, effectivement, ce cours à la faculté de Genève, bon, c'est les deuxièmes années, alors ils sont encore jeunes, ils ne sont pas encore allés au comptoir, donc c'est compliqué. Ils ne comprennent pas forcément les murs que nous avons touchés au comptoir et les déceptions. Voilà. Mais l'idée va être maintenant d'aller former donc les professionnels qui sont établis donc, au comptoir, on va rester dans la pharmacie, et des professionnels qui sont devenus plutôt les dernières années euh, de pharmaciens qui s'apprêtent à aller enfin, qui sont au comptoir, mais qui s'apprêtent à en faire leur métier. Voilà. Essayer de leur donner des tips, donc encore une fois, sur d'abord les interactions Mm. médicaments-aliments, la base, mais également des interactions aliments-médicaments, des interactions aliments-microbiote Mm. évidentes, évidentes, mais avant ça, des interactions médicaments-microbiote, mais des interactions microbiote aliments et aliments et microbiote médicaments. Bref, il y Mm. a un magnifique Le triangle. triptyque. Il y a un magnifique triangle qui communique dans tous les sens. Voilà. Alors, voilà, ça me paraît complètement enfin, dangereux ou dingue de vendre des compléments alimentaires à base de microbiote, de prébiotiques, probiotiques, postbiotiques, sans en cultiver soi-même ou sans même savoir ce que c'est. Alors, tu peux faire des études très importantes en agro, mais ce n'est pas le propos, c'est d'avoir des choses fonctionnelles. Donc, voilà, je ne sais pas si on verrait enfin, si Ouais, on on zoome voit dans la pas, cuisine. mais Mais j'ai ma ferme de ferments. J'en ai plein dans tous les sens qui sont en préparation, qui sont en train de. Voilà, donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur. En gros, il n'y a pas eu d'analyse, mais on est en train d'en faire, si tu veux, sur les flores. Donc, c'est cette idée de donner l'étincelle. Et ensuite, sur un propos qui ne soit pas, pour le coup, euh, théorique, mais c'est d'emmener ces jeunes futurs pharmaciens, ces pharmaciens intéressés dans les cuisines. Voilà. On va faire du beurre ensemble, on fait du fromage ensemble, on fait donc le type de gras, on fait du pain ensemble. Voilà. C'est des choses qui sont très activables. On fait la gamelle ensemble. Alors, la gamelle, il y a 2 ateliers pour la gamelle qui sont prévus. 2 ateliers pour comment on la prépare, c'est quoi, quand est-ce qu'on la fait. On est loin, très loin du batch cooking où tu laisses un des parents dans la cuisine tout le dimanche après-midi pour faire pour tout le monde. Non, c'est encore une fois d'être le plus simple possible. Alors, c'est tout à fait vertueux. Alors, j'ai un regard, je sais, certainement privilégié parce que les enfants sont plus à la maison. Donc, c'est beaucoup plus facile. Hein. mm. Je n'ai pas de pression sociale, je fais ce que je veux. Donc, je pondère en tout cas cet enthousiasme qui soit général du fait Mm. de contraintes que j'ai moins. Mais j'en ai d'autres, j'en ai beaucoup d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres. Et donc, c'est important de donner des types. Donc, euh, la découpe, le taillage, comme on dit en cuisine, le taillage
Ah, c'est quoi le taillage? Oui, bon, d'accord, je coupe une carotte. Eh ben, tu as 10 façons de couper ta carotte. Elle va cuire différemment, sur des temps de cuisson différents, avec des appareils différents. C'est donner la possibilité de faire vite des choses qui soient assez bonnes. Tout ça, c'est subjectif, mais qui soient comestibles en tout cas, qui soient mangés en toute sécurité et qui plaisent. Donc, alors c'est aussi un des motifs de la démarche, c'est le moins possible d'appareils. Il n'est pas question, avant même de commencer à cuisiner, d'aller acheter Bien un sûr. robot, un robot complexe, oui, mais bon, voilà, c'est aussi attrayant. Et puis, bah, si tu y vas, on a tous de la bonne volonté, on prend des bouquins et le robot, entre 3 et 6 mois après, il est dans le placard. D'ailleurs, il n'y a plus dans le placard, puis il y a d'autres trucs, il y a la machine à pain qui n'existe plus. Enfin, voilà. Bon, il y a tout un business autour de l'électroménager qui est important. Donc ça, c'est des choses que l'on doit comprendre avec la base, enfin, l'économat. J'achète où, j'achète quoi, pourquoi j'achète. Deux, comment je conserve avant de cuisiner. Trois, comment je prépare, comment je taille, comment j'accommode, comment j'assaisonne. Donc ça en fait des couches. Quatre, comment je conserve. Qu'est-ce que je conserve, hein. Et puis en lien, finalement, en fil rouge de tout ça, c'est la fermentation. Alors là, c'est activable, ça coûte rien et tu fais des choses à ton rythme, au rythme de tes ferments, au rythme du temps. Là, en ce moment, je veux dire que le kéfir, ça va très vite, le labné, ça va très vite, les faisselles, tout va très vite, ça se contrôle, les causes de fruits, les sucres à froid, fermentation à froid et ainsi de suite. Donc tout ça fait que ce sont un panel de techniques et qui sont derrière des ressources que le pharmacien peut mettre en avant à temps choisi avec des oreilles qui sont prêtes et les oreilles ne sont pas toujours prêtes. Donc, quoi, nous ne sommes pas toujours prêts à donner des bons conseils aussi. Et donc, on est en train de monter un projet en croisant les doigts qu'il soit pris à la faculté de Genève. S'il n'est pas pris, il sera pris ailleurs à un autre moment. Ça dépend beaucoup de personnes aussi. D'aller enseigner dans des cuisines pour des futurs pharmaciens. Voilà. Et puis, voilà, j'étais seul en sillon. Une bonne étoile est arrivée, c'est-à-dire que j'ai compris ou vu que les médecins avaient déjà de l'avance outre-Atlantique, voilà, avec la médecine culinaire propulsée par Michel. Euh, et donc, il y a des précédents. Il y a des précédents avec un enseignement universitaire, voilà, encore une fois pratique, hein. Alors, il y a des approches un peu philosophico-socioculturelles dans cette démarche en laquelle je suis un peu moins friand sans jeu de mots. C'est parce que là, ça doit être activable pour vraiment des professionnels de santé qui voient des clients tous les jours. Le pharmacien, il Bien voit sûr. des patients tous les jours, tout le temps. S'il voit pas de patients, c'est qu'il n'est pas au comptoir, tout simplement. D'accord? Il y a des modalités absolument pratiques. Voilà. Et ça passe par un peu de technique. Ce que j'ai appris chez les grands chefs, bah, c'est chez les petits chefs, parce qu'ils sont tous chefs, c'est l'organisation, encore une fois, le flux des marchandises, le flux des personnes, le flux des actions, l'organisation pratique. Et puis, voilà, quand je regarde Top Chef, je ne regarde pas. Euh, ben, c'est intéressant, on peut de temps à autre s'éclater. Alors, c'est intéressant aussi peut-être dans l'idée à un moment donné, de faire d'autres choses, mais là, je te parle de la cuisine du quotidien, du quotidien. Sinon, tu vas te mettre à faire des choses formidables, mais tu vas le faire deux fois par an. Voilà. Tu peux recevoir effectivement 12 personnes et à faire du repas minute avec Mm. entrée, plat, dessert, fromage maison, dessert, et tout fonctionne, même avec une toute petite cuisine, avec un four de base, et ça le fait si tu t'es un peu organisé. Et Mm. c'est tout ce que j'ai eu la chance de voir et de continuer à pratiquer avec le titre professionnel de commis de cuisine euh, pour lequel je suis en route. Donc, c'est des choses activables, toutes simples. Voilà. Le taillage, on revient sur le taillage, c'est important. Dès que quelqu'un se coupe et vient nous voir, là, il y a des métiers de bouche, il y a pas mal de restaurateurs, il y a le marché en face. Donc, tous les samedis, on fait un pansement ou on redirige vers un pansement. Oui, oui, à peu près.
Oui, oui, oui. Bon, bah, c'est de donner deux, trois petits trucs, parce que depuis que je suis passé cuisine des grands chefs, donc le premier jour, je me suis coupé. Donc c'est embêtant, t'as le gant, c'est un peu honte, ça saigne. Tu mets la sécurité, tout est propre et aseptique si tu veux, mais bon, c'est empêchant. Depuis, je ne me suis plus jamais coupé. Et pourtant, je coupe de plus en plus. Et voilà, je te parle pas du plaisir du taillage que j'ai à faire le matin et à lancer la préparation pour la gamelle. Mais voilà, ça me comble. Et je pense qu'il y a des informations que l'on peut passer aux autres dans un motif de prévention. Tu vas pas soigner une hypertension avec la carotte taillée, hein, mais tu vas peut-être favoriser en montrant différentes formes de préparation de carottes râpées Mm. ou carottes cuites, épicées ou pas, Mm. lacto-fermentées ou pas, tiens, puisqu'on parlait de fermentation, voilà, qui vont augmenter la digestibilité, augmenter la tolérance, augmenter finalement l'apport de vitamines à l'intérieur, hein, augmenter les bacilles. Voilà. Plutôt que Mm. de vendre une boîte de compléments alimentaires qui va être intéressante à un moment donné, mais elle ne va pas suffire au long cours. On ne va pas abonner des gens à un système de box où ils reçoivent des probiotiques chez eux. Tiens, personne ne l'a encore fait, ça. Mais bon, je pense que ça pourrait arriver. Non? On y pense? Juste, dernière question, Emmanuel, parce que le temps file et c'est vrai qu'on pourrait parler toute l'après-midi ensemble. Juste peut-être pour terminer cet échange, c'est vrai que en t'écoutant depuis tout à l'heure, il y a une chose évidente qui me vient à l'esprit. Moi, je fais la promotion de dire qu'il faut qu'on ait des lieux de prévention. Alors, moi, je pensais à l'école, je pensais à l'entreprise, je pensais à l'hôpital. Malheureusement, l'hôpital qui devrait être un lieu de prévention, où malheureusement, on a une qualité de repas qui est quand même pas aux attendus. Finalement, en t'écoutant, je me dis, mais finalement, est-ce que la pharmacie pourrait pas devenir un lieu de prévention où justement on apporte ce genre de conseils en toute bienveillance, en tenant compte bien sûr des capacités et possibilités de chacun. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que on peut aller vers ça ou On voilà, doit, la pharmacie a chacun son statut et gardera de toute façon chacun sa capacité à faire ou pas de ce lieu un lieu de prévention. ben, nous, c'est une maison de la prévention. Voilà, là où je suis, encore une fois, j'ai la chance qu'on nous laisse faire, euh, mais on considère la pharmacie comme une maison de la prévention. Alors, il ne faut pas, encore une fois, oublier la question économique. Tu ne Oui, peux pas passer du temps à faire des taillages on ou est bien d'accord. faire du cahier et à s'émerveiller de la séparation du petit lait de la whey qu'on vend aussi très cher, Mm. si, avec d'autres choses dedans. Donc, c'est pas possible s'il n'y a pas une manière de modèle économique derrière. D'accord? Mais tous les patients à qui on propose les ateliers de pharmacie culinaire, Mm. ils repartent avec quelque chose, ils repartent avec des notions, et ils repartent avec des notions en lien avec l'histoire de leur pathologie ou de celle d'un proche. Eh ben, là, ça doit être monnayable, ça doit être monnayé, et les gens sont prêts à mettre au Mais tout pot. à fait. Il arrive que des gens achètent, oui, plusieurs dizaines d'euros de compléments alimentaires par semaine, Mm. certains 100, d'autres Mm. peut-être des multiples. Mm. Ils sont tout à fait intéressés par écouter et par pratiquer et par peut-être essayer d'avoir la flamme, le petit plus qui Bien va les sûr. mettre, les mettre un peu plus en cuisine. C'est pareil. Il n'est pas question de passer 100% de son temps en cuisine, ce serait vain et c'est idiot. Et c'est absolument irréaliste, hein. Les propositions sont partout et on a tous des vies différentes. Mais Mm. d'augmenter un part du cuisinier maison, le cuisinier maison automatiquement, mathématiquement, linéairement fait tomber la part d'aliments ultra transformés que l'on mange. C'est Bien sûr. direct. Bien sûr. Donc, un peu plus de cuisine, un peu moins, la moyenne de 35% des calories ingérées qui sont des produits ultra transformés, moi je pense que c'est certainement un poil plus en moyenne. Et donc là, il y a tout lieu de réconcilier ou de concilier, puisque finalement, les gens n'ont jamais été Mm. exposés,
Moi, Mhm. alors toi, tu es plus jeune, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours en EMT, éducation manuelle et technique de cuisine, où le jeu était de piquer le chocolat dans la réserve et de faire des choses immangeables parce que c'est les profs qui les mangeaient après. Mais oui, 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 j'avoue. Mais j'ai retenu de grandes choses à ce moment-là sur l'organisation de la vaisselle, les deux bacs. Voilà. Alors tu dis, mais quel rapport où est-ce qu'il se perd, ce pharmacien? Non, non. Si tu veux faire de la cuisine, il faut que ta cuisine soit rangée. Pour que ta cuisine soit rangée, pour lancer quelque chose, il faut que ta cuisine soit propre, tout simplement. Mais oui, il faut se donner Euh, envie de tu- cuisiner. Mhm. oui, alors moi, je n'ai pas envie de cuisiner ou de travailler dans un espace de travail qui soit Mhm. bordélique. Euh, Mhm. et là, ça percute chez les gens. Tiens, en fait, ils viennent chercher des choses pour la détox. Bon, là, on pourrait faire 2 émissions là-dessus. Bon, en tout cas, pour essayer de libérer les émonctoires. OK? Bon, et ben moi, ma cuisine, c'est pareil. Si ma poubelle n'est pas libérée, alors je ne vais pas pouvoir finalement débarrasser mes assiettes. Et donc, je ne vais pas pouvoir les laver parce qu'elles vont rester en plan, puisque mes poubelles, donc je commence par mes poubelles. Enfin, je fais le sens inverse. Mes poubelles sont vidées, ma cuisine, ma vaisselle nettoyée, mon plan est propre. Et il n'y a pas de qualification, il n'y a pas d'inspecteur qui va passer. Il passera le jour où je ferai quelque chose pour commercialiser ou à distribuer, mais ce n'est pas le propos ici. Et donc, tout est beaucoup plus fluide comme ça. Donc ça, c'est fondamental. Donc que la pharmacie soit maison ou lieu de prévention, ça l'est déjà, ça doit l'être, et que la pharmacie culinaire, tu me donneras la petite minute pour te lire même la définition qu'on avait présentée à Madagascar pour le récent congrès des pharmaciens. C'est une discipline qui s'intéresse à la relation fonctionnelle entre les interventions médicamenteuses, donc ça c'est notre propos, et les aliments chez le patient polymédicamenté, principalement. Et elle veille à développer les connaissances du patient sur les relations entre son alimentation, entre ses traitements, entre ses besoins nutritionnels, qui peuvent varier, tu le dis, et ses objectifs de maintien en santé physique et même psychique. Et donc, cette pharmacie culinaire encourage les professionnels du médicament, je parle bien des pharmaciens, à acquérir par une formation qualifiante que l'on peut paramétrer en école de cuisine les techniques de l'art culinaire afin de renforcer au comptoir, au cours d'ateliers, alors là, qui peuvent être euh, payés par les patients, et c'est déjà le cas, une dynamique capacitaire, la dynamique du savoir, de l'engagement, de faire sa cuisine, et le choix éclairé après du patient dans sa vie tous les jours, de savoir ce qu'il veut manger. Après, il sait, et donc il le décide, c'est très bien. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ben, on va finir sur cette définition, Emmanuel. Ouais, Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, mais vraiment tout court, avant qu'on le se tout court, quitte? oui, bah ça, c'est de te remercier et que les gens te suivent. Alors, Voilà, c'était pas ça que je voulais que tu dises, ben hein, non, mais mais c'est gentil. j'ai la liberté de le dire. Et des professionnels comme toi, certains diètes qui acceptent qu'on puisse parler d'alimentation sans comprendre que l'on veuille devenir diététicien. Le propos est différent. Alors, j'espère avoir un peu convaincu. Et puis des professionnels de l'obésité qui m'ont finalement aussi fait changer de modalité de communication. Mais je le communique assez sur les réseaux pour leur rendre toujours une grande gratitude, d'être très, très reconnaissant, parce que aujourd'hui, il est hors de question que l'on puisse suivre des patients dans des problématiques qui sont multifactoriel, compliqué, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, ces mêmes professionnels crient un peu, enfin, demandent un peu le respect de tous les protocoles PCR obésité qui ont été établis dans le but de donc, la libération de ces produits, en tout cas sur la prescription, mais le remboursement fait qu'on doit être encore plus vigilant, plus informé. Et j'appelle tous les confrères et les consoeurs à se former sur l'obésité, le surpoids. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les problématiques des patients pour ne pas avoir de jugement et pour surtout accueillir simplement et rediriger. Voilà. Donc, qu'on te suive parce que tu fais partie des professionnels de santé, nos médecins, qui aident énormément les pharmaciens qui veulent tisser des liens et faire en sorte que légitimement,
la pharmacie soit la maison, Carrefour de prévention, ou maison, j'aime mieux, des préventions, pluriel. Mm. Alors, je te remercie beaucoup de ton accueil. Ben, merci Manuel. On mettra dans le descriptif les liens vers ton compte Instagram. Je sais que Hum, tu postes beaucoup de choses, donc on mettra tout ça dans le descriptif. hum. Merci Emmanuel, merci à tous. Et puis ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à toi Emmanuel. Voilà, un bel été à tout le monde en cuisine. C'est le moment. Merci.